N'hésitez pas, 3921, le hashtag Radio Ouverte. Même chemin pour les questions que vous posez au docteur Jimmy Mohamed. Rebonjour Jimmy. Rebonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous. Ce matin, nous avons voulu vous avoir avec nous pour une deuxième salve de questions, si j'ose dire, de nos auditeurs. On vous retrouve tous les matins juste après le journal de 7h, mais il y a la question sociétale du confinement, j'en parlais, il y a la question économique, l'activité économique, la reprise du travail. Toutes ces questions sont importantes et on a écouté le président hier. Mais il y a quand même avant tout une pandémie mondiale et cette question du coronavirus, du Covid-19 et les questions de nos auditeurs. Sans perdre de temps, je démarre avec la question de Christian qui nous écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Est-ce médicalement risqué de faire reprendre l'école aux enfants dès le 11 mai ? Alors c'est vrai que c'est une question qui est très sensible et ce qu'il faut considérer probablement c'est que le 11 mai sera le jour d'après, le J0 d'une nouvelle épidémie. On reprend tout depuis le départ et puis désormais on aura des moyens, des masques, des protections, du gel et puis des tests qui permettront, lorsque nous aurons des nouveaux cas, que ce soit à l'école ou ailleurs, finalement de les identifier beaucoup plus vite, de les isoler, de faire une enquête autour des malades comme si nous étions au stade 1 de l'épidémie ou comme ce qu'ont pu faire notamment les Coréens ou à Singapour. En ce qui concerne le risque médical, il semble plutôt faible. Soyons prudents car nous nous sommes beaucoup trompés. En ce qui concerne les enfants, on considère qu'ils sont à faible risque de complications, à faible risque de transmission du virus et malgré tout, on considère que si on remet les gens un peu en collectivité, des gens qui sont le moins à risque, ça correspond à un principe de déconfinement partiel. On va mettre des gens qui ne vont peut-être pas se compliquer de maladies graves et qui vont participer peut-être aussi à l'immunité collective. En revanche, il faudra se poser la question de la protection des professeurs et puis celle des grands-parents. Peut-être qu'il serait raisonnable, si les enfants retournent à l'école, qu'ils ne soient pas en contact malgré tout avec nos anciens les plus aînés pour éviter de leur transmettre la maladie. Et je pense à travers la question de Christian qui est très pertinente et qui est évidemment la une de l'actualité ce matin, un commentaire que j'ai vu passer sur le hashtag Radio Ouverte et je m'excuse auparavant auprès de notre auditeur, j'ai oublié le prénom, qui nous disait on va nous obliger à porter des masques dans les transports en commun mais les enfants ne vont pas aller masquer à l'école pour autant. Non, les enfants ne seront pas masqués. Probablement que les enfants ne respecteront pas les règles barrières. C'est quasiment impossible à expliquer à un enfant de 4 ans qu'il ne doit pas toucher la main de son camarade. Ça risque honnêtement de le traumatiser, d'être contre-productif. Et on pense peut-être qu'il faudrait laisser un peu circuler le virus, notamment chez les enfants, en supposant que les parents seraient plutôt jeunes et on limite le risque sanitaire à ce moment-là. C'est un pari, on espère qu'il marchera, mais n'oubliez pas que les décisions prises aujourd'hui sont difficiles et on vit une période sans précédent. Donc soyons non pas indulgents, mais patients, puisque d'ici le 11 mai, il peut se passer encore énormément de choses et peut-être ce qui a été annoncé, on va peut-être faire marche arrière, peut-être on parle de déconfinement progressif, toutes les écoles n'ouvriront pas peut-être en même temps, peut-être qu'il y aura un système de rotation. Donc non, les masques et les mesures barrières ne seront pas applicables pour les enfants. En revanche, il faudra protéger les enseignants. Ça, c'est un point clé. Fatou sur le hashtag Radio Ouverte. J'ai entendu dire que certains groupes sanguins étaient moins touchés que d'autres. Info ou fake news ? Oui, c'est une étude chinoise qui avait prouvé que le groupe O était protecteur d'un facteur environ 1/3 par rapport au groupe A. Et cette étude chinoise a été confirmée par une autre étude américaine dans un hôpital new-yorkais où ils ont testé 1500 malades et on retrouve exactement ces mêmes prédispositions. Alors, la conséquence, où est-ce qu'elle est ? On n'en sait strictement rien puisque médicalement ça n'a aucun impact. Si vous êtes du groupe O, pour autant vous devez respecter les règles barrières. Si nous devons hospitaliser un malade du groupe O, est-ce que nous allons plus le surveiller ou moins qu'un autre ? Non. Donc cette étude ces études sont à prendre avec vraiment d'énormes pincettes car aucune conclusion médicale ne peut en être tirée. C'est simplement peut-être du hasard, une statistique puisque il y a souvent des facteurs confondants. Est-ce qu'on a bien identifié que ces personnes-là n'étaient pas plus en surpoids, n'avaient pas plus d'hypertension, n'étaient pas un peu plus âgés, donc prudence avec ces histoires de groupes sanguins qui n'ont aucune conséquence sur le plan médical. Hélène nous écrit, y a-t-il un côté héréditaire à la résistance au virus ? On n'en sait strictement rien, on ne peut pas répondre. Là, il est beaucoup trop tôt. Imaginez, nous avons un virus qui date de 4-5 mois. Peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, nous aurons d'autres réponses. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on s'est trompé. On a pris initialement le virus comme une maladie respiratoire. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ce virus touche plutôt d'autres systèmes, d'autres organismes. Le cœur, avec un risque d'embolie pulmonaire, de myocardite, de péricardite. Le système nerveux central, avec l'anosmie, le fait d'avoir perdu le goût et l'odorat. On sait que ça peut toucher aussi le cerveau, la peau, le système sanguin. Donc c'est une maladie beaucoup plus complexe et il faudra des semaines, des mois, voire des années avant peut-être de tirer des conclusions sur une part héréditaire. Jimmy Mohamed, je vous garde avec nous. On va marquer une toute petite pause. Je vois les questions de Michel, d'Olivier, de Christelle, notamment sur le hashtag Radio Ouverte et au 3921. À tout de suite.
Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Et oui, aujourd'hui, le quart de tome de Savoie IGP est à prix coûtant, soit 7,90 € le kilo. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut soutenir nos fromagers qui se mobilisent pour approvisionner nos rayons. Intermarché, tous unis. Origine France, lait cru de vache à 30% de matière grasse sur produit fini, 450 grammes environ, jusqu'au 15 mai. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. La Caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs. Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour soutenir votre trésorerie, notamment le prêt garanti par l'État ou encore le report des échéances de vos prêts professionnels. Pour demander à en bénéficier, contactez votre conseiller Caisse d'épargne ou rendez-vous sur caisse-épargne.fr. Partout en région, nos équipes sont mobilisées pour analyser votre situation personnelle et trouver les solutions les plus adaptées. Caisse d'épargne, vous être utile. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Casino renforce son engagement aux côtés des éleveurs français En mettant à l'honneur la viande bovine française, pièce à fondue ou à brochette, chez Géant. et Supermarché Casino. Ensemble, soutenons la qualité et le savoir-faire de la production française. Merci à nos éleveurs. Merci pour votre confiance. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Vendu en caissette de 1,5 kg minimum, 8,95 € le kilo. Offre valable jusqu'au 19 avril. Il est 8h38 et le docteur Jimmy Mohamed est resté avec nous en direct pour répondre à vos questions. Alors je vais m'excuser auprès d'une auditrice, Emmanuel, qui nous a appelé au 39 21. Sauf que je préfère citer les questions, comme ça on aura plus de réponses si je puis me permettre. Emmanuel nous demande, est-il vrai que la nicotine pourrait protéger les fumeurs du Covid-19 ? Les fumeurs seraient moins sensibles au coronavirus ? Attention avec cette étude qui circule. Effectivement, il y a une étude qui montre que les personnes qui sont sous nicotine feraient moins de coronavirus, surtout moins de formes graves. Mais attention, à ce stade, on se demande pourquoi est-ce qu'on met en avant une ou deux études qui montrent un facteur protecteur, alors que nous avons de nombreuses études qui montrent que le tabac pourrait être délétère sur le coronavirus et notamment la nicotine. Donc j'incite les gens à la plus grande prudence. On peut faire exactement le même parallèle avec la chloroquine. Certaines études montrent que ça marche, d'autres que ça ne marche pas. Attention, à ce stade, on pense que le tabac est un facteur aggravant et que la nicotine n'est absolument pas un moyen de prévention ni un facteur protecteur. Donc ne tirons pas de conclusions de façon trop précoce. Alors question très simple, très précise à la fois. Léa Saint-Pierre-des-Corps, on n'est pas loin de Tours, hein. Avec Léa, j'ai eu le coronavirus, suis-je immunisé ? C'est une question qui est très compliquée puisque pour l'instant on n'a pas la réponse exacte. Ce qu'on constate, c'est que malgré tout, certains patients font des formes secondaires, une réactivation ou une deuxième infection 2 à 3 semaines après avoir été malade. Et on ne sait absolument pas si c'est lié au fait qu'ils n'ont pas eu d'immunité durable. Si jamais ils ont peut-être réactivé leur virus, et la question serait la suivante, est-ce que nous pourrions pas ne pas garder ce virus en nous, un peu comme l'herpès, et le réactiver de temps à autre? On n'en sait strictement rien. À l'heure actuelle, on considère que la maladie semble immunisante, mais nous avons besoin des tests sérologiques pour savoir si cette immunité, elle est durable. On vit une période assez particulière, on connaît très peu de choses sur ce virus, donc il est un peu trop tôt pour se prononcer, même si, au vu de ce qui se passe dans le monde, s'il y avait des deuxièmes, des troisièmes formes et que nous n'étions pas immunisés, les chiffres seraient absolument horribles et catastrophiques. Donc on peut peut-être tirer une conclusion de par le retour d'expérience d'autres pays comme la Chine, même si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire confiance dans tous les chiffres, l'Italie, l'Espagne. Peut-être que l'avenir le dira, mais pour l'instant, on pense que ça protège. Néanmoins, à partir du moment où vous avez eu le virus, même si vous pensez immuniser, au déconfinement, protégez-vous, respectez les distanciations sociales, mettez un masque, lavez-vous les mains dans le doute. Nous ne sommes pas sûrs à l'heure actuelle. Olivier nous écrit pourquoi après 4 semaines de confinement, le nombre de cas contaminés par le Covid-19 ne baisse-t-il pas suffisamment, sachant que sur le principe, le pays reste confiné, donc la population est non contagieuse? Alors c'est vrai qu'on parle là de plateau, un plateau qui est très haut, qui fait que les capacités de réanimation sont déjà au-delà de celles qu'elles peuvent accueillir initialement. Et lorsqu'on regarde ces chiffres, c'est lié à plusieurs choses. C'est que déjà nous avons une période d'incubation qui est très longue, jusqu'à 14 jours. Une fois qu'on tombe malade, on va mettre 5 à 10 jours avant de se dégrader. Et une fois qu'on s'est dégradé, on va être en réanimation pendant 2 à 3 semaines et on va monopoliser un lit de façon durable et pendant très longtemps. Raison pour laquelle les chiffres restent très très hauts et que le confinement met 4 à 5 semaines avant vraiment d'avoir son effet. On commence tout juste à respirer dans certains hôpitaux, même si ils sont sous tension. Attention, nous ne sommes pas dans un confinement militaire. Malgré tout, des gens doivent travailler, des soignants, des caissières, des ambulanciers, tout un pan de la société qui reste exposé à la maladie et qui malgré tout
tout, peut véhiculer le virus. Donc le confinement ne veut pas dire absence de virus. Et ce plateau très haut révèle aussi une disparité entre certaines régions, l'Île-de-France et le Grand Est qui est très touché, puis d'autres régions qui sont un peu moins touchées, raison pour laquelle on a des chiffres encore très importants et que la décroissance sera encore très longue. C'est important de dire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, mais Nicolas est peut-être agacé au bout d'un moment. Il nous écrit, ça fait des mois qu'on ne sait pas grand-chose sur le virus. Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à être précis? Est-ce que c'est le cas sur tous les virus à chaque fois? Écoutez, c'est vraiment particulier parce qu'on s'est trompé. Je le redis, et moi-même je me suis trompé. On a sous-estimé l'ampleur du virus. On a pensé que c'était qu'une forme respiratoire et on s'est rendu compte qu'à mesure que les cas arrivent, on découvre de nouvelles choses. Même chose en ce qui concerne les malades en réanimation. On se demande si le mode de ventilation est le plus adapté. Donc quand il y a un nouveau virus, évidemment, il y a de nouvelles études. Il faut du temps. Ce temps, on en a besoin et malgré tout, on est dans une urgence sanitaire et donc on comprend l'agacement de la population, surtout lorsque on dit au tout début les masques ne servent à rien et puis on dit finalement les masques pour tous. Il faut aussi peut-être un peu d'humilité de la part du corps médical et peut-être un peu d'indulgence de la part de la société, même si on sait que c'est difficile. Des jeux sont en vie, on a des dizaines de milliers de morts partout dans le monde et donc effectivement ça prend du temps. On s'est trompé, peut-être qu'on se trompera encore, il faut le reconnaître. Peut-être que ce que je dis ce matin, dans 15 jours, 3 semaines, on dira que c'est d'énormes bêtises. Je m'en excuse par avance. Michel nous écrit, on va terminer avec Michel et en même temps c'est presque notre discussion qu'on va entamer à partir de 9h tout à l'heure avec le psychiatre Serge Effez. Mais Michel nous dit, un confinement d'1 mois supplémentaire, n'est-ce pas trop? Les gens commencent à en avoir marre. Tout dépend du point de vue et de l'angle. Si vous me posez la question en tant que parent, oui, effectivement, c'est long, avoir les enfants 24h sur 24 à la maison, c'est compliqué. Poser la question aux restaurateurs, la situation, elle est invivable pour eux économiquement. Mais poser la question au corps médical, pour l'instant, c'est le seul médicament, c'est la seule arme que nous ayons pour enfin libérer les lits, libérer la tension dans les services de réanimation et dans les services hospitaliers. Ça permettra aussi ce confinement, de renouveler les stocks de médicaments, de permettre au personnel soignant de se reposer un petit peu. Ils sont sous tension depuis de nombreuses semaines et donc le confinement d'1 mois supplémentaire, c'est une moindre mesure, c'est un moindre mal. Si vous interrogez le personnel soignant, c'est le temps qu'il faudra pour libérer des lits, pour faire place à de nouveaux malades, car la fin du confinement ne veut pas dire la fin de l'épidémie. Nous repartons quasiment à zéro à partir du 11 mai. Merci beaucoup, Dr Jimmy Mohamed, et merci à Christian, Fatou, Hélène, Emmanuel, Léa, Nicolas, Olivier, Michel, qui ont posé leurs questions, qui ont eu leurs réponses avec vous, Jimmy Mohamed. On vous retrouve toutes les heures sur Europe 1, ça nos auditeurs le savent, et bien sûr à 15h avec Mélanie Gomez, notre spécialiste santé dans l'émission Sans Rendez-vous.